des Français en difficulté qui sont privés de travail. On va parler des conséquences du chômage. Depuis 2015, c'est-à-dire depuis 10 ans, le chômage a nettement baissé. Ça, c'est confirmé par une étude, on s'en doutait, c'est ce que disaient les chiffres. Qu'est-ce qui n'a pas baissé d'après cette même étude ? C'est la pauvreté. Pourquoi une baisse du chômage n'entraîne pas une baisse de la pauvreté ? Décryptage avec notre invité. Bertrand Martineau, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes économiste à l'Institut Montaigne, spécialiste de la question du chômage, notamment des politiques de l'emploi et du dialogue social. Vous avez été même, en un lointain temps, conseiller social de Nicolas Sarkozy lorsque ce dernier était président de la République. Bertrand Martineau, une étude qui révèle que la baisse du chômage ne fait pas baisser la pauvreté. Est-ce que c'est un paradoxe ou pas ? Non, pas forcément, parce que les causes de la pauvreté ne c'est pas uniquement le chômage. Il y a des gens qui sont inactifs, par exemple, ou des gens qui sont au RSA, ou des personnes lourdement handicapées qui dépendent de l'allocation adulte handicapé, qui peuvent être pauvres, mais ils sont pas concernés par la question du chômage en fait. Donc les deux sujets ne sont pas liés mécaniquement. Par ailleurs, le chômage a assez fortement baissé, donc de 3 points. Il ne s'est pas non plus effondré. On a connu quand même beaucoup de pays qui ont vu un taux de chômage baisser beaucoup plus que nous. Oui, ça c'est vrai aussi. Alors si on regarde les chiffres publiés par le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, c'est ce conseil qui publie cette étude. Entre 2015 et 2022, moment où on a arrêté l'étude, mais c'était logique, il y avait le Covid, ça servait à rien, le chômage est passé de 10,3% à 7,3%. C'est une baisse importante, hein. Le chômage a été diminué d'un quart sur la période. On aurait pu espérer quand même voir un effet sur la pauvreté avec une baisse aussi sensible. Oui, bien sûr, mais alors d'abord, la pauvreté, là en l'occurrence, celle qui est mesurée, c'est une pauvreté relative, c'est-à-dire qu'elle est proportionnelle au salaire médian. C'est-à-dire que si entre-temps, et c'est le cas heureusement, si entre-temps les salaires ont augmenté dans notre pays, le salaire médian a augmenté, en fait la pauvreté peut ne pas avoir reculé. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, vous avez des phénomènes de pauvreté au travail, des personnes au temps partiel par exemple, un SMIC au temps partiel, vous êtes, selon cet indicateur, vous êtes évidemment dans la pauvreté. Vous avez une augmentation sur la même période du nombre de personnes qui sont au RSA, quand même une augmentation d'environ 200 000 personnes. Et vous avez aussi une légère augmentation de toutes les personnes qui sont aux franges du marché du travail, qu'on appelle le halo autour du chômage, qui sont des personnes qui généralement sont au RSA, qui voudraient travailler mais qui cherchent pas vraiment du travail, donc qui ne sont pas comptabilisés comme chômeurs, et qui souvent sont dans une situation de précarité, voire de pauvreté. Ça veut dire quoi, qui voudraient travailler mais ne cherchent pas forcément du travail ? On parle de quel type de travailleurs ? C'est des gens qui sont découragés souvent. C'est des chômeurs de longue durée qui ont basculé dans le RSA et qui sont découragés. En fait, et ce sont d'ailleurs ceux que les politiques sociales, dont celles d'ailleurs auxquelles vous avez travaillé, ont le plus de mal en fait à sortir de ce fléau-là. Alors vous l'avez dit, plusieurs enseignements dans ce que vous venez de nous dire, Bertrand Martineau. D'abord, c'est vrai que le chômage a baissé, il a baissé fortement, d'un quart, réduction d'un quart. C'est quand même considérable en 10 ans. En revanche, il a baissé moins en France que dans d'autres pays. Comment on explique ces différences ? Oui, alors, une réduction de 3 points de chômage en 10 ans, c'est tout à fait significatif, c'est pas non plus spectaculaire. Encore une fois, il y a des pays qui ont réussi dans la même période à baisser leur chômage de 5 ou 6 points. On parle de quel pays, par exemple, qui a fait mieux ? Alors, par exemple, le plus connu qui est près de nous, c'est l'Allemagne, qui a réussi à baisser son chômage. Mais si on veut raconter l'histoire complète, elle a baissé son chômage au prix quand même d'une plus grande précarité de pas mal de personnes. C'est aussi un choix politique qui a été fait. Et vous voyez venir ma question suivante, Bertrand Martineau. Est-ce que la pauvreté a baissé en Allemagne avec cette baisse encore plus forte du chômage en Allemagne ? Non, elle a augmenté. Elle a plutôt augmenté. Donc la pauvreté a augmenté en Allemagne où le chômage a baissé encore plus fort, ce qui signifie que par moment, mettre les gens au travail peut carrément les appauvrir. C'est ça que j'en déduis. Si vous passez d'un système, c'était le cas de l'Allemagne, si vous passez d'un système socialement très protecteur, vous vous donnez des protections sociales importantes sans travailler, à un système où vous obligez en quelque sorte les gens à travailler avec des salaires plus faibles et une protection sociale plus faible, oui, vous pouvez avoir des situations où vous baissez le chômage, mais où vous augmentez la pauvreté. Mais j'ajoute que la pauvreté, encore une fois, telle qu'il est mesuré, dont on parle là, c'est pas la pauvreté absolue, c'est la pauvreté relative. C'est-à-dire qu'encore une fois, si vous doublez le RSA, par exemple, et vous doublez les salaires, de moyens du pays, vous n'avez pas baissé la pauvreté, alors même que globalement, tout le monde est plus riche. Vous voyez le paradoxe. En fait, la pauvreté telle qu'on le mesure, c'est un indicateur d'inégalité et non pas un indicateur de pauvreté absolue.
Alors, où est-ce qu'on peut mettre le curseur, Bertrand Martineau? Ça dépend du niveau de chômage. C'est-à-dire quand vous êtes à un chômage qui est encore massif, aujourd'hui en France à 7,4% de la population active, on peut penser qu'il faut à tout prix encourager les personnes à reprendre du boulot, même si ce sont des temps partiels, quitte à augmenter un petit peu et à mieux cibler un certain nombre de prestations qui aident à retrouver du travail et qui font que quand on travaille, on y gagne et on y gagne beaucoup pour aussi pouvoir faire face à la garde d'enfants. Je rappelle que la majorité des situations de pauvreté, c'est quand même généralement des femmes célibataires avec enfants, et donc qui cumulent tout un tas de handicaps pour avoir un travail bien rémunéré, à temps complet, etc. Donc c'est sur ce genre de population qu'il faut faire porter l'effort beaucoup plus qu'aujourd'hui probablement. Alors faire porter l'effort, ça veut dire quoi? Ça veut dire augmenter certaines prestations? Ça veut dire subventionner davantage la reprise du travail, ou alors subvenir à tous les besoins qu'on a en dehors du travail pour que ces personnes justement aient les moyens de travailler? C'est d'abord faire en sorte que le travail paye davantage, surtout en particulier au niveau des plus bas salaires, j'insiste vraiment sur ces poches de pauvreté qu'on a là, aider davantage les personnes pour la garde d'enfants. Je vais prendre un exemple très simple. On dépense un certain nombre de milliards d'euros, c'est la Caisse nationale d'assurance, c'est le système de retraite et la Caisse nationale d'assurance familiale. On majore les pensions pour les familles nombreuses. Bon, c'est très très bien, mais les familles, il vaudrait mieux les aider, les familles modestes, il vaudrait mieux les aider au moment où elles ont un enfant plutôt que de leur dire faites des enfants et dans 43 ans, vous aurez une pension majorée de 10%. Voilà ce genre de réflexion qu'on pourrait avoir si on sortait un peu par exemple, de l'hystérie autour des retraites. Quelle hystérie autour des retraites, oui. Alors ça, c'est l'autre conclave. On va y revenir, ce sera ma dernière question. Évidemment, Bertrand Martineau, on n'allait quand même pas y couper. En gros, vous voudriez qu'on aide davantage les actifs, enfin les gens quand ils sont actifs, que quand ils sont à la retraite? Oui, je pense que ce serait souhaitable. Notre système, notre modèle social, il a été conçu dans un univers où il y avait une croissance démographique extrêmement forte, qu'on n'avait pas vu dans le passé et qu'on reverra pas dans le futur probablement. Même si la fécondité a remonté un peu, on ne reverrait pas les taux de natalité qu'on a vus dans les années 60, 70 et jusqu'à 80. Donc, de toute façon, il va falloir changer de modèle social et la question du bon équilibre, du bon curseur à trouver entre les actifs et les retraités doit être au cœur des débats et malheureusement, on n'en parle pas encore assez, mais c'est en train de monter. Autre question, Bertrand Martineau. On l'a dit, la baisse du chômage sur 10 ans en France n'a pas nécessairement fait baisser la pauvreté. Là, on sait que le chômage a recommencé à augmenter légèrement. On espère qu'il s'arrêtera le plus vite possible, mais c'est pas sûr. Est-ce qu'il y a un risque de voir la pauvreté augmenter avec le chômage, alors même que la baisse du chômage ne l'aura pas fait baisser? Alors tout peut arriver dans ce domaine, mais ça dépend. Ça dépend de qui est chômeur. C'est-à-dire si ce sont dans un premier temps, ce sont des chômeurs de courte durée qui sont indemnisés, ils vont pas forcément basculer dans la pauvreté. La question c'est combien de temps va durer le chômage, quel type de travail vont retrouver les chômeurs, les nouveaux chômeurs, et donc on peut pas le savoir à l'avance. Ce qui est sûr, c'est que si la remontée du chômage est durable, véritablement le taux de pauvreté augmentera, c'est inéluctable. Si c'est maintenant quelque chose d'un peu conjoncturel et que ça dure que quelques trimestres, il n'y a pas de raison que le taux de pauvreté explose. Dernière question, chose promise, chose due. L'autre conclave qui continue, celui décidé par François Bayrou, qui n'est que Premier ministre, pas pape, c'est celui qui rassemble les partenaires sociaux, patronat et syndicats, pour trouver une solution, une énième réforme des retraites. Quelle est la réforme des retraites idéale pour vous, Bertrand Martineau? Celle qui nous fait travailler plus longtemps? Alors, de toute façon, il y a deux choses à faire. D'abord, il faut faire en sorte de travailler plus longtemps. Donc, alors peut-être pas forcément à court terme, reculer de nouveau au-delà de 64 ans l'âge légal, même s'il faudra probablement le faire dans les prochaines décennies. Mais en tout cas, première chose, c'est d'essayer de traquer à l'intérieur du système tel qu'il est tous les dispositifs qui sont inégaux,
inéquitable et qui éventuellement freine l'allongement de la durée du travail. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est sans doute optimiser le financement en introduisant un pilier par capitalisation qui permettrait en fait aux jeunes générations d'éviter de voir leur retraite qui va baisser tendanciellement. En fait, c'est à peu près la seule solution. Je dis un pilier capitalisation, ça ne veut pas dire passer 100% sans capitalisation. C'est juste avoir une partie qui sera en capitalisation, mais une capitalisation pour tous, c'est-à-dire qui concernerait tous les salariés, y compris les plus modestes, et non pas simplement le développement des fonds de pension, des plans d'épargne retraite pour les grandes entreprises et surtout pour les cadres. Il faudrait quelque chose de populaire, capitalisation pour tous, c'est comme ça que j'appelle. Capitalisation pour tous, sauf que c'est vrai que c'est un mot tabou en France, c'est pour ça que c'est politiquement toujours explosif. On en reparlera avec vous, pourquoi pas, Bertrand Martineau. Merci beaucoup pour cet éclairage toujours passionnant, économiste à l'Institut Montaigne. Je le rappelle, vous êtes spécialiste de la question notamment du chômage, des politiques de l'emploi et du dialogue social, comme on pouvait bien sûr l'entendre sur Sud Radio.